Bonjour. Aujourd'hui donc, on va terminer le chapitre qui traite de l'inflation et des taux d'intérêt. Je vous rappelle, dans le dernier chapitre, on a vu les coûts de l'inflation ainsi que que ce soit inflation anticipée ou inflation non anticipée. Reste un seul point à compléter, c'est la bénéfique inflation. Et donc, en général, la littérature a dit que même si l'inflation peut avoir un impact négatif sur l'économie, mais il y a un niveau optimal de l'inflation qui peut être bénéfique. Et en fait, on a déterminé un niveau d'inflation optimal qui est entre 2 et 3% pour les pays développés et de 8 à 14% pour les pays en développement. Pourquoi un petit peu d'inflation est quand même souhaitable dans l'économie? Pour plusieurs raisons en fait. D'abord parce que, imaginons que on va décider que les salaires baissent de 2%. Bien entendu, tous les travailleurs, ils vont complètement refuser cela. Donc, ce n'est pas concevable. Mais quand on a une inflation, par exemple, de 5% et qu'on dit que les salaires nominaux vont augmenter de 3%, donc ça sera socialement plus acceptable. Pourquoi? Parce que les salaires nominaux, dans ce cas, ont augmenté. Et c'est vrai que c'est une illusion dans le sens où, au final, les salaires réels baissent de 2%. Mais c'est plus acceptable d'un point de vue social. Un deuxième point, c'est que l'inflation aussi, elle contribue à alléger les dettes des agents économiques, dans le sens où, si vous vous rappelez, l'autre fois, on a dit que quand j'emprunte une somme d'argent et qu'il y a une inflation plus élevée, en remboursant cette dette, je la rembourse à une valeur qui est plus faible. Ce qui veut dire que les emprunteurs, ils profitent d'une inflation plus élevée et que les prêteurs, bien entendu, eux, ils vont perdre. À un tel point que si je dois payer un taux d'intérêt sur ma dette, et bien entendu, si ce qui compte c'est le taux d'intérêt réel, qui est la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation, donc si j'ai une inflation importante, cela veut dire que le taux d'intérêt réel peut être négatif, comme si j'avais pris une certaine somme d'argent, donc un certain emprunt auprès de la banque. En remboursant cette dette, je ne paye pas d'intérêt. Pourquoi je ne paye pas d'intérêt? Parce que c'est d'un point de vue réel, je vais prendre de nouveau de l'argent. Pourquoi? Parce que je suis en train de payer un taux d'intérêt réel qui est négatif, puisque la différence entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation, elle est négative. OK? Dernier impact bénéfique de l'inflation, c'est qu'elle met de l'huile, ce qu'on appelle dans les rouages du marché du travail. Pourquoi? Parce que en général, les salaires, comme je l'ai dit, si les salaires nominaux en général ne varient pas, le salaire réel peut varier à cause de l'inflation. Et si le salaire réel change, cela veut dire que le marché du travail peut s'ajuster en équilibrant l'offre et la demande du travail. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'ai des secteurs qui augmentent et d'autres secteurs qui baissent, ça peut mener à un équilibre entre l'offre et la demande. Euh, Dernièrement, ce que vous avez vu l'année dernière dans la courbe de Phillips, donc la courbe de Phillips, elle montre une relation inverse entre l'inflation et le chômage. Ce qui veut dire que plus l'inflation augmente, le chômage baisse. Et alors, cela veut dire que dans ce cas, l'inflation peut être le moteur de l'investissement puisque ça va induire une croissance et réduire le chômage à travers la courbe de Phillips. Donc, on a parfois un impact bénéfique de l'inflation, mais il faut que cette inflation ne dépasse pas vraiment le seuil optimal que j'avais précédemment expliqué. Au sujet suivant qui est l'hyperinflation et comme son nom le signifie, hyperinflation veut dire que on a une inflation élevée et qui atteint des niveaux
extraordinaires, parfois des milliers et des millions % par jour. Et, et donc, cette hyperinflation qui est très très élevée, elle a bien entendu les mêmes coûts que l'inflation normale qu'on avait déjà vue, mais ce sont des coûts qui sont beaucoup plus prononcés, beaucoup plus graves. Et bien entendu, le coût le plus important, c'est que l'inflation, elle est tellement élevée que les agents économiques ne vont plus utiliser la monnaie pour que ça soit une réserve de valeur, une unité de compte ou bien un intermédiaire des échanges. Ce qui veut dire que la monnaie, elle commence à perdre sa fonction. Pourquoi? Parce que enfin, elle ne sert à rien. Puisque la valeur de la monnaie, elle diminue de manière exponentielle. Et quelles sont les causes de l'hyperinflation? En général, je veux dire de manière concrète, l'hyperinflation a lieu pendant les périodes où les pays ont des problèmes politiques, des conflits, des guerres, et ainsi de suite. Mais à part ça, il y a une raison principale aussi, c'est une croissance excessive de la masse monétaire. Et pourquoi une croissance excessive de la masse monétaire? Parce que la Banque centrale va imprimer beaucoup de monnaie afin de financer le déficit de l'État. Et bien entendu, le plus il y a une inflation, le plus le revenu réel des agents économiques, pardon, le plus on va émettre de la monnaie, le plus il y aura une inflation, et le plus il y aura une inflation, le plus le revenu réel, il va baisser. Et si le revenu réel baisse, cela veut dire que, dans ce cas, il va y avoir des recettes fiscales qui vont, elles aussi, baisser. Et par la suite, si on veut réformer la réforme, je veux dire, si on veut réduire cette hyperinflation, il faut par la suite qu'on mette en place une réforme budgétaire qui consiste à la réduction du déficit pour que la banque arrête le financement du déficit de l'État. Il y a eu plusieurs exemples de l'hyperinflation, que ce soit en Yougoslavie, et donc comme vous le voyez ici, le taux d'inflation était de 313 millions par %. C'était une inflation mensuelle pendant les années 90 avec l'implosion de l'Union soviétique. Et puis l'inflation doublait presque une fois par jour. La Hongrie, la même chose. L'inflation, elle était très très élevée, 4,19 fois 10 puissance 16%. Et pour que l'inflation double, on avait juste besoin de 15 heures. Comme vous voyez ici, les pièces et les billets de la Hongrie avaient une valeur et de même pour le Zimbabwe où l'inflation était de 7,9 fois 10 puissance 10 et de même l'inflation doublait une fois. En Allemagne, dans les années 20, il y avait aussi une inflation élevée. De même ici, en Allemagne, on voit bien que la monnaie, on l'imprimait à fond et donc pour aller chercher n'importe quel bien ou bien, je veux dire, des légumes ou des fruits, on avait besoin des tonnes et des tonnes de billets. Et donc on voit ici l'évolution aussi dans les années 20 en Allemagne. Et donc ça c'est juste pour vous donner une idée de l'hyperinflation dans différents pays. Pour terminer ce chapitre, je veux juste traiter rapidement de deux autres idées, l'idée de la dichotomie classique et le cas égyptien. C'est quoi la dichotomie classique? La dichotomie classique, c'est que en général, on divise l'économie en deux secteurs, le secteur nominal et le secteur réel. Et donc le secteur nominal, ou bien qui inclut par la suite les variables nominales, ce sont les variables qui sont mesurées en unités monétaires. Mais les variables réelles, ce sont les variables qui sont mesurées en unités physiques.
Et alors, cela veut dire que pour pouvoir expliquer ce qu'on appelle la dichotomie classique et par la suite la neutralité monétaire, il faut distinguer entre ces deux variables, les variables nominales et les variables. Donc, à partir de ça, on déduit donc le concept d'abord de la dichotomie classique, d'après laquelle dichotomie veut dire c'est une distinction en deux. Donc, dichotomie classique, c'est la distinction entre les variables nominales et les variables réelles dans la théorie classique. Et la neutralité monétaire, ce qu'elle propose, c'est que les variations de l'offre et de la monnaie vont avoir un impact sur les variables nominales et non les variables réelles. Ce qui veut dire, dans ce cas, la neutralité monétaire, d'après la neutralité monétaire, toutes les variables nominales vont avoir uniquement un impact sur les variables nominales, mais les variables réelles ne sont pas affectées. Et bien entendu, en général, on peut dire que cette théorie, elle peut être vraie à long terme, puisque à long terme, les prix sont flexibles, mais à court terme, les prix sont rigides. Et donc, d'après l'équation quantitative de la monnaie, je vous rappelle, c'était mv qui est égal à py. Et donc, si la vitesse de circulation de la monnaie, elle est constante, cela veut dire que toute augmentation de la monnaie mène à une augmentation du PIB nominal, qui est égal à P fois Y. Et donc, cela veut dire que la masse monétaire, qui est une variable nominale, va augmenter le PIB nominal, qui lui aussi est une variable nominale. Parce qu'au sein du PIB nominal, la production, elle reste constante, et ça, c'est la variable réelle. Et donc, la masse monétaire n'a pas d'impact sur Y, mais elle a un impact sur P, qui est une variable nominale. Donc, ça, c'est l'idée de la dichotomie classique et de la neutralité de la monnaie, d'après laquelle on a deux secteurs dans l'économie, un secteur nominal et un secteur réel, des variables nominales et des variables réelles. Les variables nominales affectent uniquement les autres variables nominales sans avoir un impact sur les variables réelles. Pour le cas égyptien, en fait, si on veut étudier l'inflation dans le cas égyptien, il faut étudier d'abord le concept de l'inflation en Égypte et après cela comment on calcule les taux d'inflation en Égypte. Donc, bien entendu, qui publie les statistiques de l'inflation en Égypte de manière mensuelle, c'est la Banque centrale égyptienne. Donc, vous pouvez consulter les notes d'inflation qui sont publiées de manière mensuelle sur le site qu'on appelle Monthly Inflation Note. Et dans le cas égyptien, en général, deux indices d'inflation qui sont publiés. Ce qu'on appelle le headline inflation et ce qu'on appelle le core inflation. Donc, headline inflation, ou en français inflation globale, c'est l'augmentation générale des prix. Donc, c'est le taux de variation de l'indice de prix à la consommation d'une année sur l'autre. Mais l'inflation sous-jacente, ou bien core inflation, c'est l'augmentation générale des prix, mais on va éliminer les prix des biens qui sont très volatiles, comme les fruits et les légumes, et les prix des biens qui sont administrés. Administrés veut dire les prix qui sont soumis à une intervention de l'État en raison de quelques facteurs exogènes, comme par exemple le prix du pétrole qui était subventionné, le tabac qui est fixé, les médicaments, et ainsi de suite. Et donc, pourquoi on appelle cette inflation l'inflation sous-jacente ou bien core inflation? Parce qu'on veut voir l'évolution normale des prix sans les prix des biens qui sont très volatiles, qui changent d'un jour à l'autre, ou bien les prix qui sont déterminés par l'État. Ok? Et donc, comment on calcule les taux d'inflation? Donc, en calculant le taux d'inflation, on doit calculer, en fait, le taux d'inflation, c'est une moyenne pondérée des prix. Ça veut dire quoi, une moyenne pondérée? Ça veut dire que je vais multiplier le prix de chaque bien par son poids dans le panier de consommation. Donc, je multiplie le prix de chaque bien par
le poids de ce bien dans le panier de consommation. Comment on détermine ces poids? À travers donc les enquêtes ménages qui sont faites par le CAPMAS, qui est l'Institut statistique en Égypte. Et donc on fait des enquêtes, on pose les questions aux agents économiques. Vous dépensez combien de votre budget sur l'alimentation, sur les boissons, sur l'habitation, sur vos habits, sur les différents services médicaux, communication, pour aller dans un resto, les hôtels, et ainsi de suite. Et donc, on calcule un poids moyen pour chacune de ces catégories au niveau national. OK? Et donc, par exemple, dans le cas égyptien, le poids donné aux food and beverages, donc les aliments et les boissons, c'est presque 40%. Le tabac, 2%. Les habits, 5%. Les différents services, habitation, eau, électricité, gaz et autres, 19% à peu près. Et ainsi de suite. Et après, on multiplie le poids de chaque catégorie par le prix correspondant, ce qui nous permet de calculer par la suite l'indice de prix à la consommation au niveau national. Puis quand je prends le taux de variation de l'indice de prix à la consommation, donc la différence entre l'indice de prix à la consommation de cette année moins l'indice de prix à la consommation de l'année dernière divisé par l'indice de prix à la consommation de l'année dernière, j'obtiens le taux d'inflation. Et donc, en Égypte, on voit ces deux graphes qui montrent le headline inflation et le core inflation. Bien entendu, en général, on voit que le headline inflation est en général plus élevé que le core inflation, à l'exception de quelques périodes. Puis on pourra discuter plus tard sur Zoom pourquoi uniquement ces périodes, mais en général, bien entendu, on s'attend à ce que le headline inflation soit plus élevé que le core inflation, parce que l'inflation globale, elle prend en considération la variation de l'ensemble des prix, alors que le core inflation, elle élimine les prix des biens administrés et les prix des biens volatiles. Donc avec ça, on termine le chapitre de l'inflation, qui est le chapitre 4, avec une petite étude de cas de l'Égypte. On va voir plus tard donc la dérivation du modèle d'offre et de demande agrégée. Merci et à bientôt.